Nous constatons que le quorum est atteint. Pour la séance d'aujourd'hui, 3 pouvoirs ont été donnés. 2 à Alexandre Raoux et 1 à moi-même. M. Trincy les a collectés. Donc, je constate que le quorum est atteint et nous pouvons commencer par le premier point qui est l'approbation du conseil du rapport du conseil municipal précédent. Y a-t-il des questions sur le conseil municipal précédent, le compte rendu que vous ayez été envoyé avec la convocation? Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Tout d'abord, nous devons rendre compte des décisions du maire, des décisions qui ont été prises en vertu de l'article L2122. Il y a une série de décisions qui ont été prises que je vais énumérer. La première est l'attribution du marché de performance énergétique avec rénovation et maintenance des installations d'éclairage public, l'attribution du marché à la société SNEF suite à une commission réunie en mairie et réception d'un rapport assez complet. Patrick, tu veux parler du rapport? Oui. Ouais, il y avait plusieurs candidats et il y a eu une étude. Il y a eu un appel d'offres public qui a été passé dans les temps. On a eu 4 réponses. On a fait donc ces réponses ont été étudiées par le bureau d'études qu'on a sollicité pour nous accompagner sur cette démarche. Et donc, il y a eu un classement qui a été fait par rapport à des critères. On a fait une commission qui a validé le choix, et le choix s'est porté sur la société SNEF, qui était largement en avance par rapport aux 3 autres propositions. Donc, on a reconduit le marché pour une durée d'1 an renouvelable et 4 ans maximum. Le marché a démarré le 7 ou le 10 décembre. Voilà, s'il y a des questions. Oui, il y avait des critères qualitatifs et quantitatifs. Voilà. C'est absolument ce que je dis avant, le qualitatif, c'est de quelle ordre? Alors, les critères qualitatifs sont des critères qui sont liés à plusieurs points importants dans ce type de marché. C'est un marché de maintenance, principalement de prévention. Donc, c'est la constitution d'équipe, le management, la rapidité d'intervention, les moyens mis en œuvre, etc. Toutes ces choses-là. La localisation de l'entreprise aussi. Pardon? La localisation de l'entreprise. Oui, la localisation d'entreprise et les délais d'intervention qu'ils ont des équipes ou d'astreinte qui peuvent intervenir très vite, ce qui est le cas à chaque fois. Bon, avec des petits aléas, on a vu que la SNEF était déjà titulaire du marché. On a le retour d'expérience de 4 années précédentes. Voilà. La deuxième décision était un avenant à la construction du bâtiment communal avec la société Guéra. Ça concernait les cloisons mobiles du nouveau bâtiment. Le point suivant était l'accord cadre à bon de commande, fourniture à livraison de titres restaurant pour le personnel de la mairie du Tolonais, attribution du marché à la société Hélène Red France. Suite à une décision de l'équipe municipale, nous avons décidé que les 35 agents municipaux nous avaient exprimé leur souhait de bénéficier de tickets restaurants. Et c'est ce qui a été mis en place à partir de janvier cette année. Donc ils vont recevoir leur premier chéquier là, à la fin du mois. Ils vont recevoir leur premier chéquier. Voilà. Ce sont des tickets restaurants de 6 €. Le point suivant est un contentieux devant le tribunal administratif, autorisation d'ester en justice. C'est pour contester, c'est une société qui conteste un certificat d'urbanisme négatif. Encore un contentieux devant le tribunal correctionnel, c'est pour un motif immobilier. Et encore un contentieux devant le tribunal correctionnel pour un motif immobilier. On est dessous. Je constate l'arrivée de Lara Jacquini, Laurence Lopez et Maxime Vitalis. Bienvenue. Nous pouvons passer à la délibération numéro 1, qui est l'autorisation spéciale d'investissement 2021, budget de la commune. Secrétaire de séance, Michel Cotz. Non, pas vous?
Vous voulez pas Guyonne. Voilà. Alors, cette autorisation spéciale d'investissement est une délibération intermédiaire avant le vote du budget fin mars de cette année pour pouvoir engager certains frais d'investissement. Nous devons valider ensemble les affectations de certains postes. Et donc, les choses ont été faites dans l'ordre. M. Trincy a allé. Avant d'engager les investissements, il faut que le conseil municipal se prononce sur ceci. Et nous avons, précisément dans le propos qui vous a été envoyé, les points d'investissement, si vous voulez. On peut voir qui sont affichés derrière. Voilà, il y en a. Par rapport à ce qui vous a été envoyé par mail, il y a les 3 derniers qui ont été rajoutés. Donc le premier s'agit de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des chemins de Doudon, la montée du cimetière et le chemin de la paroisse qui est nouvellement communal, suite à une rétrocession partielle entre le canal et la commune. Complément de mission de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un bâtiment communal, 30 000 €. Révision de la toiture de l'espace du BI, 1 728 €, sur présentation de devis. Tout ça, oui. Donc tout ça, ça fait l'objet d'un travail de... Oui, c'est une petite révision de toiture. Révision et diagnostic de la charpente. Exact. Acquisition d'une parcelle de terrain aux Artaud. Acquisition d'un véhicule électrique. Étude de faisabilité pour l'extension du réfectoire de l'école. Mission d'accompagnement à la création de jardins partagés sur une parcelle sise en haut de l'école auprès du CPIE, Centre permanent des initiatives pour l'environnement. Levée topographique et emprise chemin du Cagnard, levée topographique et emprise carrière des Artaud, levée topographique et emprise RD64E. Étude d'avant-projet pour la réalisation d'une liaison piétonne et cyclable entre les Artaud et le Toulonnais. Participation aux travaux d'enfouissement électrique SMET 13. Matériel informatique, il s'agit de doter des agents de matériel informatique donc ils sont dépourvus pour le moment et donc ils ont besoin pour leur mission. Et équipement sportif, tapis dojo, il s'agit de compléter le pavillon avec des tapis dojo. Et vous avez fait un travail avec le nouveau directeur des services techniques de Noailles pour sélectionner le meilleur tapis. Et de l'adapter à la surface qu'on a disponible. Voilà, un gros travail, vous avez plusieurs options et vous avez fait une belle sélection et vous avez réussi à réduire le prix considérablement. Trouver une solution technique parce que le tapis de dojo, c'est pour un judo, il faut qu'il tienne au sol. Pas, voilà, donc il faut trouver un mode opératoire qui permet de tenir au sol sans qu'il parte dans tous les sens, etc. Il y a quand même 80 mètres carrés de tapis. Donc, dans la section d'investissement, nous sommes autorisés à engager en autorisation spéciale un quart du budget d'investissement. Ici, nous en sommes très loin, il s'agit d'engager 130 000 €. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces différents postes? Je voulais savoir ce que c'était la réalisation d'une liaison piétonne et cyclable entre les Artaud et le Toulonnais. Alors, on en avait déjà parlé, entre le tennis et le virage des Artaud, toute cette partie-là, on souhaite l'aménager. D'ailleurs, ça fait partie d'une autre délibération aussi, où on a demandé à la famille Payan de nous d'avoir une convention pour pouvoir utiliser ce chemin. Voilà. Ça répond à la question? Parfait. Il s'agit de compléter et créer la continuité sur cette portion empruntée par les piétons et les piétons, les cyclistes, les poussettes surtout, pour que ce soit le plus pratique et praticable possible. Voilà. Des questions? Oui, on peut voter. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Point numéro 2, convention annuelle d'objectifs et attribution d'avance de subvention par anticipation du vote du budget à l'association AGAP, autorisation donnée au maire de signer la convention. Il s'agit d'une demande de l'association AGAP d'une avance de 50 000 € sur leur subvention annuelle pour besoin de trésorerie. Donc il s'agit d'une avance de 50 000 €. C'est traditionnel, c'est un acompte chaque année sur la subvention, sur une subvention globale
global qui est d'environ 175 000 euros en fonction des années. Nous voterons les subventions de l'association en mars lors du budget. S'il n'y a pas de questions, qui s'abstient, qui vote contre, approuvé. Point numéro 3, approbation de la charte d'attribution des subventions communales aux associations. Nous avons nouvellement rédigé une charte d'attribution des subventions communales et nous l'avons mise à jour. Monsieur Gilles Pivot et Patrick Brécourt ont travaillé sur cette charte qui a été jointe dans votre convocation. Si vous les avez lus ou si vous avez des questions, des points particuliers, nous sommes là pour y répondre. Est-ce que Patrick, tu veux dire qu'est-ce qui a été ajouté particulièrement? Alors, sur cette charte, on s'est inspiré de ce qui existait sur d'autres communes, et entre autres la commune de Fuveau, qui est une charte qui a été très bien faite. Donc on en est largement inspiré pour définir la nôtre. Alors, cette charte, c'est un premier jet qui demandera sans doute à évoluer au fil des mois, au fil des années. Il y a un point sur lequel on n'a pas trop détaillé, mais on en verra aussi, c'est l'aspect développement durable, où effectivement on a défini quelques règles, mais il faut aller au-delà. D'ailleurs, on a eu quelques remarques de nos élus, dont Marie en particulier, pour affiner cette partie développement durable qui est absolument nécessaire. Voilà. Mais bon, ça viendra, mais c'est une première étape, et puis on la fera évoluer cette charte. Voilà. Alors à cette charte est associé, vous l'avez vu aussi, l'ensemble des documents qui sont nécessaires, donc que l'on demande à chaque association pour nous permettre, nous, d'attribuer la subvention adéquate. Voilà. S'il y a d'autres questions. Vous demandez à chaque fois les comptes des associations, Patrick? Oui, tout à fait. Oui, on demande les comptes et les relevés bancaires et l'utilisation des fonds, et nous demandons la distinction entre ce qui relève d'une subvention exceptionnelle pour, par exemple, un événement ou une subvention de fonctionnement. Dans la charte, il y a également voilà, des demandes par rapport. On a précisé aussi un point important dans la charte, c'est le fait que chaque association nous invite à son assemblée générale, invite un élu. Alors après, on décidera qui y va, si on y va, si on n'y va pas, mais d'être présent à chaque assemblée générale, je pense que c'est important et utile pour connaître le fonctionnement et voir un petit peu justement comment tout ça, ça se met en place. Et les rapports des assemblées généraux et le fait qu'une assemblée générale se tienne. Ce qui est important pour une association. Oui, c'est dur en ce moment. C'est compliqué en ce moment, mais voilà, c'était une charte très complète qui a été bien rédigée. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Alors, je propose d'approuver cette charte communale. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Le point numéro 4 consiste en la cession de parcelles à la commune, accord du conseil municipal, une cession de 3 parcelles, 6 au parking covoiturage en face de l'école. Ce sont des parcelles sur lesquelles la commune a fait des travaux pour construire ce parking de covoiturage, voirie, et ces parcelles, le réseau d'eau pluviale, et ces parcelles n'appartenaient pas à la mairie. Donc ça a été régularisé, le propriétaire nous a cédé pour 0 € ces parcelles, les frais de notaire reviennent à la mairie. 1 € symbolique, voilà. On n'a pas le droit de céder pour 0 €. Voilà, donc il s'agit de régulariser des travaux effectués chez les autres. Voilà. Il n'y a pas de... Alors c'est variable. Pour ceux-là, c'est pas très élevé, mais c'est moins de 1 000 € en général. Voilà. On a pas mal d'actes notariés passés à la mairie, on en a encore fait cette semaine. Maître Benita s'est déplacé pour une session d'une parcelle, la parcelle concernant le local poubelle et terrasse Sainte-Victoire. Donc voilà, petit à petit, quand les dossiers sont prêts, le notaire se déplace en mairie, nous signons les actes avec les propriétaires. Il y a pas mal de sessions. Voilà. Document d'arpentage et frais notariés, effectivement, représente un coût pour la commune, mais c'est nécessaire, il ne faut pas négliger ça, et on souhaite faire les choses comme il faut.
Sur le point numéro 4, qui s'abstient, qui vote contre, approuvé. Point numéro 5, convention de mise à disposition de terrain avec la commune du Toulonnais. Il s'agit, pour réaliser la voie cyclable et piétonne sur la RD 64C à Louis Philibert, d'une convention avec la famille Payan pour une parcelle située entre le pont de la Brunette et le pont, un pont un petit peu plus bas aux Artaud, pour pouvoir aménager une circulation douce, un aménagement très, très sommaire, mais plus praticable et plus confortable. La commune s'engage à entretenir cette parcelle et à l'aménager. Voilà. On remercie la famille concédante pour cette concession, la famille de M. Philippe Payan, qui a bien souhaité faire profiter à la communauté et à tous les habitants de la commune du Toulonnais de la circulation sur cette parcelle. Et voilà, on souhaiterait, bravo à ces personnes. Des telles conventions ont déjà été passées. On souhaiterait que d'autres conventions. C'est une convention à titre gracieux, effectivement. Voilà. Donc les documents ont été remplis, signés en mairie. Il s'agit de les approuver. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Approuvé. Point numéro 6, construction d'un bâtiment communal pour les services techniques et salle d'activité sportive. Un avenant numéro 3 au marché de maîtrise d'œuvre avec le groupe 8,5. Voilà. Une prolongation, les travaux ont été prolongés, du retard dû à la crise Covid et une rallonge a été demandée à la commune, fruit d'une négociation dure entre les adjoints aux travaux, M. Stéphane Benadi également, avec la société 8,5, on est arrivé à transiger sur un montant et le DGS. Grâce à notre cohésion, on a fait proposition contre proposition et on est arrivé sur un montant de 25 000 € hors taxe de rallonge. C'est un montant qui peut paraître élevé, en fait, sur la totalité du marché, ça représente quand même une somme pas très importante, et on pense surtout que c'est une somme qui est juste, entre guillemets. C'est juste que la commune prenne sa part dans ces retards qui parfois sont occasionnés par différents événements, mais on ne peut pas accepter la demande initiale qui était plus du double, donc on a même du triple, oui. Bon, et donc on a pu transiger sur cette somme-là. Je pense que c'est un bon deal, c'est un bon équilibre. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce qu'on a une idée de la date d'ouverture, d'achèvement des travaux, quoi que ce soit? Non, mais c'est quelque chose sur lequel on est régulièrement interpellé. C'est déjà ça, et c'est un fait qu'on aimerait dire que c'est pas possible. C'est un serpent de mer, comme on dit. On a quand même des phases qui se sont déroulées. La première recette qui a été faite le 19 janvier. Il y a une commission de sécurité qui vient le jeudi 10, c'est ça? Le février jusqu'à. Ouais, c'est le jeudi 5 février. Non, c'est pas le ça, non, c'est peut-être la semaine d'après. Bon, donc, commission de sécurité qui devrait valider justement la possibilité d'exploiter le bâtiment. Donc, je pense que ce sera cette étape-là qui est importante. Donc, on met la pression aux entreprises pour qu'il y ait une petite réserve qui reste encore un petit peu d'élèves. La plupart du temps, c'est des documents qui ne sont pas à jour, qu'il faut valider, etc. Donc, tout ça, c'est en cours actuellement pour respecter le timing. Et l'idée, c'est justement courant février, de pouvoir. Voilà. Alors, je dirais, ce sera difficile de commencer à exploiter la salle en février, puisqu'on est dans une période, justement avec le Covid, qui ne permet pas de le faire. On risque de passer en confinement, on ne sait pas encore. Donc tout ça, mais bon, ça n'empêche pas de faire avancer le dossier pour que les salles, aussi bien les locaux des services techniques que les locaux associatifs en haut soient disponibles rapidement. Il va falloir qu'on commence sérieusement à réfléchir peut-être pas pour cette année, parce que ça va être compliqué, mais sur la répartition des créneaux. Tout à fait. Comment on travaille. Il y a d'une part la répartition des créneaux, et d'autre part, cette salle, il va falloir définir un budget de fonctionnement. On en a déjà parlé. Elle a un coût de fonctionnement, en termes de que ce soit la consommation électrique,
faire, d'entretien, etc. Donc tout ça, c'est une charge supplémentaire qu'on va intégrer dans le budget, qu'il faut qu'on quantifie le plus précisément possible. Et de voir effectivement comment on impute éventuellement ces frais sur les associations et sur les activités qui vont être mises en place. Une visite est prévue par la commission sport prochainement, à la demande de la commission sport. C'est vrai que c'est important d'aller sur place pour se rendre compte des activités sportives qui peuvent y être pratiquées. Après, prévoir une visite par les associations. Par les associations. De la autres, parce qu'il va falloir qu'on regarde un petit peu si on diversifie un petit peu l'offre ou pas. Il va falloir qu'on travaille avec les assos pour qu'elles nous disent ce qu'elles peuvent faire ou pas sur la salle. Il y a la question du sol qui est par exemple. Le sol est un sol en parquet bois de 300 mètres carrés, avec 2 cloisons permettant de séparer en 3 salles de 100 mètres carrés. Je ne sais pas comment les scolaires vont pouvoir avoir accès à ces salles, s'ils sont obligés de se déchausser. Dans un gymnase, des chaussements spéciaux. On va voir. Mais si tu veux, aujourd'hui, le problème, c'est que tu ne peux pas rentrer pied. Tu ne peux pas rentrer chaussée parce que c'est. Il faut rentrer chaussé, mais Avec des chaussures spéciales. il faut des chaussures qui soient chaussures souples et qui ne soient pas des chaussures de randonnée. Ce chantier touche à son terme. Les services techniques commencent à organiser leur déménagement dans les locaux au rez-de-chaussée, qui sont des locaux de très belle facture, et la semaine prochaine, avec l'achat du mobilier afférent et l'installation. Oui, oui, il y a un complément. Et voilà, et on remercie le nouveau directeur des services techniques, Benoît Ayem, qui organise cela actuellement avec toute l'équipe des services techniques. Donc c'est l'actualité du moment, le déménagement des services techniques. On est sur le point numéro 6. Y a-t-il d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Approuvé. Au numéro 7, autorisation de nos maires de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme. Il s'agit de la réfection de 2 cours de tennis et des toitures du clubhouse et des vestiaires du bâtiment occupé par le club de tennis. Il s'agit de déposer une demande d'urbanisme. C'est un projet qui avait été exposé ici, préalable, et qui a été élaboré à partir de devis de 2019, je crois. Début 2020. Début 2020. On a passé, donc cette opération passe aussi par un maître d'œuvre à qui on a passé une commande pour qu'il nous accompagne dans la réalisation. Mais il faut aussi qu'on fasse une demande d'autorisation d'urbanisme pour raconter comme tout à chacun. La commune ne se soustrait pas à cette opération-là, compte tenu qu'on fait une réflexion de toiture et de cours de tennis. Juste pour rappeler sur cette opération, ça s'inscrit dans une politique au niveau du département de relance économique par les investissements. C'est un contrat ou c'est une opération à 120 000 € qui est subventionnée à hauteur de 70% par le département. Et donc c'est l'idée de refaire travailler aussi les entreprises de la région, du département pour maintenir une activité. Effectivement, c'est le plan de relance et la condition c'était de lancer le chantier le plus rapidement possible, ce que nous avons fait, du fait de la maturité de ce projet-là. On a saisi l'occasion, il fallait le faire et là on a bénéficié de 70% de subventions par le département. Donc ça reste une opération financièrement, malgré l'importance des travaux, ça reste une opération qui est pas très onéreuse pour la commune. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Point numéro 8, il s'agit de l'adhésion de la commune à l'Association nationale des élus en charge du sport et la désignation du représentant. Pour une cotisation de 110 € par an, la commune de Thonon souhaite désigner un représentant à l'ANDES. Y a-t-il des candidats à ce titre de délégué titulaire de l'ANDES? Maxime Vitalis, adjoint au sport. On peut voter Maxime, c'est peut-être l'occasion de rappeler la politique sportive de la commune. La politique sportive de la commune est variée et vise à un déploiement des activités sportives plutôt que de rester sur des activités déjà
déjà existantes, Exactement. d'essayer d'inviter des activités qui n'existent pas encore. C'est ça. Le projet sportif qu'on a porté pour la commune, c'était de diversifier un petit peu les activités. On avait fait le constat qu'on était bien pourvu en équipement sportif de qualité sur le stade des terrains de tennis. On faisait un constat par contre de carence sur le développement d'autres activités sportives en salle notamment. Donc, on ne reviendra pas sur le choix de la salle, hein, c'est pas logique. Par contre, c'est vrai que ce que nous a appris la crise Covid et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le besoin de développer des activités de plein air accessibles à tous. Et c'est ce à quoi on va s'attacher aussi. L'adhésion à l'ANDES, elle résulte un peu de tout ça parce qu'on pense que c'est très intéressant de s'insérer dans des réseaux d'élus thématiques où on va pouvoir récupérer des retours d'expérience à partir d'un réseau pour pouvoir un petit peu bétonner nos projets sur la mandature. Donc voilà, c'est vraiment l'adhésion à cette association, c'est pas un caprice, c'est vraiment pour s'appuyer sur un réseau d'élus, un réseau thématique très performant sur cette question-là. Voilà. Ça permet un accès aux fédérations. Ça permet un accès aux fédérations, un accès à des documents, un accès à des réflexions. Enfin, vraiment, oui. Il y a des thématiques des commissions sport santé. Voilà, on va pouvoir un petit peu s'appuyer sur des retours d'expérience d'élus et c'est pas plus mal. Je vous propose de voter si vous souhaitez que Maxime Vitali soit le délégué titulaire à l'ANDES pour la commune du Tolonais. Si vous êtes pour, levez la main. Secrétaire, Vienne. C'est bon, pourquoi pas. T'as bien noté. Les votes. On a voté. Point numéro 9, approbation des lignes directrices de gestion de la collectivité, les LDG. C'était une obligation, c'est un document qui a été rédigé en interne et soumis au CD13, à l'avis préalable du comité technique du CD13 le 6 décembre. Le CD13 a donné un avis favorable et notre nouveau document fixant les lignes directrices de gestion de la collectivité a été approuvé. Ce document vise à définir la politique ressources humaines de façon pluriannuelle, que ce soit les avancements, les promotions. Il a été en grande partie rédigé, travaillé par les services, M. Trincy, Mme Laura Moreau et M. Gréco. Et j'ai eu un retour très positif du comité du CD13 directement, notamment par un beau recueil qui était présent, qui siégeait à cette commission, M. Vincent Devine. Oui, simplement pour préciser, ces lignes directrices de gestion de la collectivité, c'est issu de nouvelles dispositions gouvernementales qui datent de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et qui instaure justement les lignes directrices avec la responsabilité aux collectivités de faire ce suivi. Alors qu'avant, c'était effectivement plus les CDG qui étaient en charge de ce genre de choses. Alors, on a toujours le soutien des CDG là-dessus, mais on a plus la main pour pouvoir travailler sur ces problématiques-là. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Approuvé. Le point numéro 10 consiste à la création de postes, une création de poste d'agent de maîtrise principale à temps complet, et il s'agit d'un avancement d'un agent, un agent de maîtrise des services techniques, M. Fabien Logier, affecté aux espaces verts. C'est un avancement de grade par l'ancienneté. Donc pour qu'il puisse occuper le poste d'agent de maîtrise principale à temps complet, il faut créer le poste que M. Fabien Logier va occuper, et le poste laissé vacant sera supprimé lors d'un conseil municipal prochain. Création de poste, suppression de poste. À ISO effectif, comme nous le souhaitons. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Approuvé. Le point numéro 11 consiste en un débat sur le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur la métropole Aix-Marseille Métropole de 2007 à aujourd'hui. Je vais vous demander de contribuer au débat. Si vous voulez, je pose quelques bases
Oui, le document, le rapport de la commission régionale des comptes, la CRC, vous a été envoyé. Je pense que vous l'avez tous lu de bout en bout. Il s'agissait pour la CRC, c'est une obligation d'analyser les conséquences de la création de la métropole en 2007 avec la loi MAPTAM, l'entrée des 92 communes de la métropole, 92 communes en métropole, la création de nouvelles EPCI qui rassemblent six anciennes EPCI. Alors les EPCI anciens, c'était la communauté urbaine Marseille-Provence, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la CPA que vous connaissiez, la communauté d'agglomération Aglopole-Provence, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et d'Étoile, les syndicats d'agglomération Nouvelle-Ouest-Provence et la communauté d'agglomération du Pays de Martigues sont devenus, par un effet de simplification, 6 conseils de territoire. Et nous sommes devenus le conseil du territoire du Pays d'Aix, et bien donc conseil du territoire, c'est le deuxième plus grand territoire de la métropole, le plus grand étant Marseille-Provence. Alors pour rappel, la métropole, 92 communes, deux qui ne font pas partie des Bouches-du-Rhône, Pertuis dans le Vaucluse et Saint-Zacharie dans le Var, une superficie de plus de 3000 km², 3 fois plus grand que l'agglomération, que la métropole lyonnaise par exemple. C'est 1,9 million d'habitants, c'est une quasi-superposition au département. C'est la métropole telle qu'on la connaît depuis 2016, telle qu'on la pratique, qui visait à un transfert de compétences, certaines compétences étant jugées plus efficaces gérées au niveau métropolitain. Alors, ces compétences ont été transférées, une attribution de compensation a été donnée aux communes, l'attribution de compensation est encore importante. La Cour des comptes, justement, la Cour régionale des comptes constatait que le plus gros des investissements se faisait au niveau des territoires toujours, et non au niveau de la métropole, de l'échelon métropolitain. L'échelon métropolitain ayant du coup moins de moyens pour engager sur les grands projets structurants, étant les projets de transport, les projets de recherche, éducation, voilà, les grands projets, les grandes compétences de la métropole. Et voilà. Et donc la Cour régionale des comptes a invité à revisiter ce partage de compétences et à laisser aux communes uniquement les compétences de toute proximité. Voilà, je vous laisse, contribuer au débat si vous avez une opinion. Maxime, tu as une opinion? Ouais, moi je suis assez satisfait du rapport de la Cour régionale des comptes qui pointe quand même un petit peu les dysfonctionnements de notre territoire. Tu as parlé du conseil de territoire. Il faut savoir quand même que c'est une spécificité de la métropole Aix-Marseille-Provence, cette espèce de survivance entre guillemets des anciennes baronnies et des anciens EPCI qui persistent. Il y en a 6, oui. C'est Marseille, Aix, Salon, Aubagne, Istres et Martigues. Donc là, la Chambre régionale des comptes le dit bien, c'est des analyses que moi je partage, donc je suis seul, je pense, en disant que cette espèce de survivance des EPCI de manière un petit peu trafiquée, ça gêne le vrai développement de la métropole, ça gêne la redistribution claire des finances à l'échelon métropolitain. Le reversement de compensatoire aux communes et le rapport de la Cour des comptes le dit clairement, est encore trop élevé. On est largement au-dessus de ce qui se passe ailleurs, et ça, c'est un véritable frein aux investissements majeurs que doit faire la métropole sur son territoire. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de financer le projet de transport à l'échelle métropolitaine qui avait été voté par le plan mobilité, par le plan des déplacements urbains. On n'est pas en capacité de le financer. L'État ne nous aide pas forcément, parce que l'État nous dit on ne va pas vous aider alors que vous êtes incapable de vous aider vous-même. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis assez satisfait de ce rapport. Et pour moi, c'est quand même un rapport un petit peu à charge auprès des territoires, un peu auprès des communes, quand tu apprends quand même que malgré les transferts de compétences, la masse salariale dans les communes a continué à grimper. On peut se poser la question de pourquoi. Elle a grimpé légèrement. Il y a seules 2 communes qui ont réduit leur masse salariale avec le transfert parfois de salariés. Ça a été le cas pour la commune du Toulonnais avec un agent municipal qui a été transféré à la métropole.
Mais ça veut bien dire aujourd'hui que est-ce que les communes ont réellement pris la réelle mesure de ce qu'était la métropole. Je n'ai pas vraiment des fois toujours l'impression. Moi, j'assiste à des commissions du Conseil de territoire. C'est très bien, il y a des choses intéressantes qui se disent, mais les charges contre la métropole centrale, c'est un peu usant. Quoi. Il y a beaucoup de freins idéologiques, il y a beaucoup de résistance au départ, c'est lié aussi à la façon dont notre métropole est née, le fait que le président, M. Gaudin, l'ancien maire de Marseille, voilà, a eu beaucoup de mal à initier, à donner une impulsion à cette métropole, beaucoup de freins de la part des maires également, beaucoup de freins du fait de la forme de notre métropole qui est extrêmement grande, extrêmement disparate en revenus. Marseille concentre 75% des zones prioritaires. Voilà, on est une métropole très très particulière. Et oui, mais avec 240 élus, 240 conseillers métropolitains, 107 pour Marseille, 17 pour Aix. Ça a alimenté dès le départ une résistance de la part des Aixois qui se trouvaient sous-représentés. Et c'est vrai que cette résistance est exprimée par le Conseil du territoire, qui a du coup, par la force du président du Conseil du territoire du Pays d'Aix, conservé beaucoup de prérogatives, beaucoup de force, et c'est vrai, a défendu les intérêts du territoire du Pays d'Aix, notamment en termes d'investissement. On est vraiment globalement très bien lotis au niveau du Pays d'Aix, mais c'est vrai que c'est au détriment de l'échelon métropolitain qui n'arrive pas à lancer de grands projets structurants. Et qui va à l'encontre de l'idée même de création des métropoles. En gros, nous, sur le territoire, on a créé une métropole qui ne sert à rien. Moi, c'est l'avis que j'ai. Et qu'on n'arrive pas à faire fonctionner parce qu'on ne se donne pas les moyens. On n'arrive pas encore à la faire fonctionner. Parce que les conseils de territoire auraient dû quand même clairement disparaître. C'est ce qui était prévu. Il y avait aussi la disparition du département. Il y a tout ça qui était sur la table. Et c'est aujourd'hui sur la table, il y a des évolutions juridiques actuellement, des négociations avec, sur le partage des compétences dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je Aix-en-Provence, ces négociations sont menées par Sophie Joissin et directement avec l'Assemblée nationale, avec les députés, pour prendre en compte nos spécificités, la spécificité de notre métropole, où la ville centrale, Marseille, n'est pas la ville qui porte et qui impulse les projets. Voilà. Habituellement, dans les grandes métropoles, la ville, la métropole en tout cas, elle est moteur. Lyon, Bordeaux, Bordeaux, ça amène. Et c'est des villes qui entraînent derrière elle. Aujourd'hui, on a la deuxième ville de France la plus endettée. Alors évidemment, créer une dynamique derrière, c'était compliqué pour des conseils de territoire comme Aix ou autres de dire aujourd'hui on a le bassin de population, c'est prioritaire, c'est endetté, et on va fusionner tout ça et Marseille va être locomotive. Évidemment, ça c'est historique, hein, il s'est passé comme ça, donc il faut effectivement tourner la page, mais c'est vrai que ça peut être un emballement par rapport à d'autres villes, que ce soit Strasbourg, ou c'est voilà. Donc, maintenant on arrive à dépasser peut-être ce truc-là pour aller de l'avant, parce qu'on voit que c'est un frein, mais ça a été un peu imposé aussi, ça n'a pas été une volonté localement, ça n'a pas été une volonté, tout le monde s'est pas empêché de dire chouette, Marseille prend la philosophie ça a été une volonté parce que sinon ça ne se serait jamais fait. Ça ne se serait jamais fait si tu veux, et puis à un moment donné, il faut bien se dire entre nous que si on exclut Marseille, à terme c'est tout le monde qui coule. Elle, c'est pas une île. Hein, tu as combien d'habitants du Pays d'Aix qui bossent à Marseille, ils veulent dire ça. Tu vois, je veux dire, mais la métropole, moi, je sais ce que c'est. Moi, je suis idéaliste, j'ai fait mes études à Aix, j'habite au Tolomé, je travaille à Marseille. Donc, la métropole, à un moment donné, on la pratique au quotidien. Moi, ce que c'est, de te dire, la métropole, ça a permis quand même aujourd'hui d'avoir un réseau de billettique commune. Aujourd'hui, tu te traînes mal avec un seul ticket de partout sur le territoire de la métropole. Ça a été fait parce qu'il y a eu la métropole. On aurait vu encore sur nos précarés avec le Pays d'Aix qui se regarde le nombril, Marseille qui se débattu avec ses problèmes, Istres qui gère sa fortune avec Fos et compagnie. On n'en serait jamais arrivé. Donc l'avantage qu'on a nous, on est des jeunes élus, on est des élus neufs, il faut porter un regard neuf sur la métropole. Il faut arrêter peut-être à un moment donné de rester sur nos précarés territoriaux. La problématique des piscines à Marseille, par exemple, tu vois, la problématique des piscines à Marseille, quand la métropole est compétente sur la création d'équipements et de gestion d'équipements aquatiques,
Le fait que tu n'aies pas de piscine dans les quartiers nord à Marseille, le fait que tu n'aies pas de piscine qui fonctionne, va voir ce qui se passe à Gardanne tous les étés. Va voir ce qui se passe à Fribourg tous les étés. Et bien voilà, donc si la métropole à un moment donné, elle ne met pas de paquet pour aider des territoires qui en ont vraiment besoin, ben, ça déborde partout. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que historiquement, c'est jamais que 5 ans. Ce qu'on demande comme révolution avec ce qu'on a mis sur la table, qui ait eu des freins, aujourd'hui il faut aller de l'avant, mais qui ait eu des freins, que tout le monde n'est pas envoyé dessus en disant oui, on fait la grande métropole, les spécificités, elles vont se gommer au fur et à mesure. De toute façon, il faut qu'on fonctionne. On n'entend pas le chemin. Il faut qu'on fonctionne en synergie entre les communes. On sait très bien que tout seul, on ne pèsera pas. Mais moi, je trouve qu'il y a une explication un peu historique par ce qui s'est fait, comment ça s'est fait, qu'il y a eu des freins, que c'est. Après, on pourra vraiment se lever. Nous, on est tout à fait. Enfin, je prends, on est ensemble, on a dit, la métropole, c'est pas un problème. La métropole, on est dans la discussion avec les autres, il n'y a pas de précaré, on ne cherche pas à être dans notre coin, à fonctionner tout seul. Mais c'est juste au niveau de l'historique, je pense que 5 ans, c'est pas très long, 5 ans, et qu'effectivement, il va peut-être un peu de temps, enfin, il faut du temps pour que ça soit assimilé. Hein. Mais, tout le monde a besoin de tout le monde, aujourd'hui, ça se joue sur des grandes échelles, hein, c'est sûr. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'entend pas le chemin. Non. On n'a pas le choix du fait de résistance politique. Avant, Marseille et Aix-en-Provence étaient de la même couleur politique et c'était déjà une confrontation. Aujourd'hui, encore plus. La métropole, par rapport à la ville de Marseille, il se tourne le dos. C'est extrêmement compliqué. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. C'est une métropole de projet qui, sur certains projets, puisse vraiment être efficiente. On parle des déchets, on parle des transports, on parle des infrastructures, des grandes infrastructures, les aéroports, les ports, les gares. Tu peux avoir une métropole de projet si tu te dotes des moyens d'avoir une métropole de projet. Aujourd'hui, ce que te dit l'accord régional des comptes, c'est que la métropole de projet n'existe pas parce que tu ne peux pas la financer. Et moi, c'est ce que j'ai dit, alors peut-être que je me trompe. Je suis un abruti fini, mais j'ai pas l'impression. Voilà. Alors, effectivement, je comprends bien la position, hein, c'est tout à fait louable de parler ainsi, mais elle s'est mal construite en fait, c'est ça. Ça a mal démarré, mais c'est une histoire de finance en fait, uniquement de finance. C'est vrai qu'au niveau du pays d'Aix, hein, la chose dont je peux le plus parler, au niveau du pays d'Aix, c'est vrai qu'on a été très vertueux dans nos finances, notamment Aix, avec finances irréprochables, hein, parce qu'on a été labellisé finances irréprochables, on a pu faire énormément de gros équipements qui ont bénéficié à tout le territoire. Et Marie Joassin, qui était donc présidente de la communauté du Pays d'Aix, a pu faire d'énormes investissements qui ont profité à nous tous. Après, il y a la fiscalité qui n'a pas augmenté du tout, les taux, tout ceci. Et de l'autre côté, Marseille, effectivement, très endettée, et avec une politique de absolument pas maîtrisée au niveau du budget. Donc c'est vrai que politiquement, ça a été compliqué, et derrière, financièrement, ça n'a pas été porté. Je partage tout à fait le fait d'aller plus loin et de conduire des projets. Donc ça, c'était le passé. Maintenant, en ce moment, et je pense que ça va changer, on va être justement sur la construction. Pourquoi ? On va être sur cette construction parce qu'il y a l'émergence de tas de cofinancements qui vont arriver. Après le contrat métropolitain qui va certainement être repoussé de 2 ans, là, on va partir sur les fonds de concours. Ces fonds de concours vont être portés par la métropole. C'est eux qui vont piloter ça et nous, on va arriver en soutien. Ça, c'est une première chose. Après, le département, la métropole vont travailler ensemble sur les projets où on arrivera aussi en cofinancement. Donc, je veux dire que le passé, c'est le passé. C'est une histoire d'argent, une histoire financière. Les riches, les moins riches. Mais les riches ont su gérer leur richesse, mais pas pour eux-mêmes, mais pour le territoire du Pays d'Aix, pour le CT2. Par exemple, dernièrement, j'ai géré un dossier sur tout ce qui est forfait de post-stationnement. Ce sont toutes les amendes qu'il y a sur Aix. Et bien, sur le forfait de post-stationnement, je discutais avec ma collègue de la métropole et je lui dis, bon, les dépenses que nous avons faites parce qu'on a changé tous les relateurs par rapport à la recette qu'on a eue, total, nous n'avons rien à reverser à la métropole. Et elle me répond, mais c'est pas grave, bon, il n'y a pas de reversement
versement, mais c'est pas grave. De toute façon, cette année, c'est Marseille qui a été contributeur et grâce à ceci, on va faire des projets sur Marseille. L'année prochaine, on pourra être contributeur, d'Aix, peut-être d'autres, enfin, Toulonnais, on n'est pas payant, bon, mais je parle d'Aix. Mais qu'est-ce qu'on va contribuer l'année prochaine? C'est à financer pour la métropole Pégase. Pégase, qui est bien connu, hein, puisque ça, c'est au niveau des transports, c'est toute la domotique des transports. Donc, je pense que vous avez absolument raison, mais il faut construire ensemble. Donc, il faut travailler, il faut aller dans ces conseils, les élus, il faut y aller, porter la parole pour qu'on aille plus loin et dépasser justement ce point de vue budgétaire. Voilà ce que je veux dire. Mais il n'y a pas les mauvais, les bons, les riches, les pauvres. Il y a des gens qui essaient de gérer convenablement leurs deniers et qui n'ont pas envie que ce soit les Marseillais comme ça, hein, tout simplement, qui en profitent n'importe comment. Voilà. Il faut le construire. Voilà ce que je voulais dire. Quelqu'un veut-il apporter un autre éclairage? Voilà. Donc, moi, je suis le conseiller métropolitain au titre de la mairie du Toulonnais. Je siège, je fais partie des 240 élus. Les 92 maires sont conseillers métropolitains de fait. Donc, Aix-en-Provence a 17 élus. Ça a été réévalué à la hausse. Voilà. Les modalités sont peut-être amenées à évoluer. Je siège à la commission urbanisme, aménagement du territoire de la métropole. Et c'est une commission très, très importante. Également, je rapporte des dossiers à la commission environnement. C'est important pour nous. On n'a pas de position dogmatique. Comme disait Maxime, on est les nouveaux élus et il faut aller dans le sens qui se profile d'une métropole de projet avec une redéfinition des compétences autour où les communes auraient les compétences de toute proximité. Mais historiquement, il y a énormément de passifs. Pour moi qui arrive dans cet essaim, j'ai tous les retours, des négociations avec Jean-Marc Ayrault, Madame Gouraud, tous les ministres successifs. Et c'est jamais. On ne sait pas sur quel pied on va tomber avec la métropole, mais on travaille sur les projets et sur les gros projets structurels. Voulez-vous contribuer? On peut considérer que nous avons débattu. Monsieur Francis, vous en attestez. Très bien. Donc les 11 points du conseil municipal ont été abordés. Quelques affaires diverses restent à évoquer. Donc, comme disait Mylène et que voulait signaler Alexandre, le contrat pluriannuel métropolitain va certainement être repoussé de 2 ans, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, puisque nous avons 1,5 million encore à engager dans ce contrat métropolitain. Donc, c'est extrêmement important et structurant pour nous. On a réévalué les différents travaux qui pouvaient rentrer. Ça conditionne des aides métropolitaines à hauteur de 50 voire 70%, donc c'est extrêmement important. Comme nous étions engagés, chaque projet d'investissement doit faire l'objet d'un cofinancement, commune, département, région, métropole, voilà. Donc ce contrat a été repoussé de 2 ans, c'est une excellente nouvelle et nous allons y prendre toute notre part. Signaler qu'un audit financier qui avait été commandé à la prise de fonction a été remis par la Trésorerie générale des finances publiques, M. Blasi, et que nous ferons un retour au Conseil ultérieurement, une synthèse ultérieurement. Voilà. Alexandre, tu voulais aborder voisins vigilants. On a signé le contrat avec l'association, l'application Voisins Vigilants qui devrait être mise en place dans les semaines qui viennent. Tu veux nous rappeler en quoi consiste Voisins Vigilants et Solidaires? Juste en aparté, il y a eu sur la commission finance du mois de décembre un compte rendu qui a été envoyé par le secrétariat, qui avait chaînement compte, qui manquait une page. C'est la page qui expliquait où on en était, c'est-à-dire qu'il y avait 5 pages dans ce compte rendu, et la page qui donnait les montants engagés, qui faisait la synthèse de tout, a été zappée au moment du scan. Donc je vous renverrai le compte rendu. Là, je viens de en discutant, je regarde ça, je me rends compte que ça n'a pas été fait comme il fallait. Qui manque les montants, en réalité c'était
sorte de deuxième page qui était la liaison avant de présenter le détail des investissements, et ça qui donnait une vision d'ensemble, en particulier que restait Tu parles dans le contrat? dans le contrat métropolitain. Voilà. On peut rappeler ce qu'on a mis dans le contrat métropolitain. On a mis beaucoup de travaux de voirie, on a mis la requalification des aptos, on a mis des infrastructures sportives, on a mis tous les projets liés à l'école, que ce soit sportif, réfectoire, végétalisation de la cour. On a mis tout ce qu'on a pu. L'économie d'énergie aussi, Oui. l'économie de transition écologique, l'économie d'énergie, voilà. Il y a tous les élus, vous avez déjà reçu le document sur lequel on a déjà débattu. Le tableau, sur lequel on a déjà débattu plusieurs fois. Voilà. D'ailleurs, dans la première délibération, je me rappelle, il y a pas mal de projets qui sont des avant-projets qui rentrent dans le cadre de ce contrat métropolitain. Chemin de Toudon, le chemin de la Provence, etc. Ces avant-projets c'est pour démarrer justement ces contrats. Et on fait ça, c'était juste pour regarder, on a à peu près 1,5 million d'investissements dans le cadre du contrat métropolitain de prévu, et on sera financé par ce contrat métropolitain à hauteur de 50% du montant des travaux. Et on va maintenant chercher des cofinancements, comme l'évoquait Mylène, des cofinancements au niveau de la région, au niveau du département, pour faire monter, passer de 50 à 70%. Nous avons pourquoi pas 80% de subventions si on tape à toutes les bonnes portes. Donc aujourd'hui, on est sûr d'avoir 50%. Et on espère monter à 70. 70 sur pas mal de projets, c'est jouable. Parce qu'aujourd'hui, la volonté du département, c'est de développer tout ce qui a trait à l'environnement. On a beaucoup de La France verte, les voies vertes, la région s'engage aussi pour les plantations d'arbres. On essaie de s'inscrire dans tous les plans qui peuvent nous aider à mener les projets, et on s'inscrit pour taper dans toutes les subventions qui peuvent nous aider. On regardait sur l'investissement d'un véhicule utilitaire pour les services techniques, l'investissement prix catalogue du véhicule 35 000 €. Après négociation et avec les subventions du département dans le cadre de la transition, le coût réel du véhicule à la fin que la commune va devoir financer, c'est 12 000 €. Donc aujourd'hui, alors aujourd'hui, quand on a un véhicule électrique qui ne consomme plus d'essence, qui ne va plus à la réparation parce qu'il a 100 000 km et qu'il faut ramener régulièrement, il est plus intéressant de changer la flotte et de rouler avec des véhicules propres. Enfin, en tout cas, les discussions peuvent être sur ces types de véhicules, mais en tout cas, à la fois des meilleures conditions de travail, des véhicules plus fiables et un coût assez peu important pour la commune. Donc, dans tous ces projets et toutes ces incitations en termes de subventions, de fonds, de concours, on va taper à toutes les portes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt content. Donc, on est sur le cadre du contrat métropolitain, on sait qu'on a au moins 50%. On a une enveloppe d'1,5 million de travaux, on va sûrement pousser plus loin le financement. Sur le budget 2020, on a un solde excédentaire sur le budget de fonctionnement qui est de 430 000 €. Donc ça, c'est des économies qui ont été faites sur toute la partie fonctionnement qui nous permettront de financer par la suite les projets par notre autofinancement, en évitant de faire trop appel à l'emprunt bancaire. On va essayer toujours de tenir un solde excédentaire et de maintenir les dépenses de fonctionnement pour permettre en tout cas d'avoir le moins recours possible à l'endettement, le plus recours possible aux subventions et à l'autofinancement. Et sur la partie sécurité, puisque tu es également adjoint à la sécurité, donc Voisins Vigilants et Solidaires, c'est une application qui vise à mettre en relation les habitants, également avec une plateforme qui est reliée aux services techniques, à la police municipale et à la gendarmerie dont nous dépendons, et ce qui permet de relever les différentes infractions, les différents signalements que nous pouvons faire, ce qui peut aider dans l'élucidation des méfaits commis sur notre commune. Voilà, donc on a visité ensemble Pépin, qui est un laboratoire où ça a très bien fonctionné. Il y a une adhésion, il y a plus de 700 foyers qui ont adhéré et ils ont eu un réel bienfait. Et également, ça crée du lien social, ça crée du lien entre les personnes. Il y a deux options dans Voisins Vigilants. Soit c'est des gens qui font des réseaux de quartier où il n'y a pas de modérateur, c'est sans filtre. Et nous, on a opté pour mairie, voisin et mairie vigilante. C'est-à-dire que la mairie rentre dans le process, c'est-à-dire qu'il y aura un administrateur qui sera PM, police municipale et des élus. On ne pourra pas balancer n'importe quoi à destination de tout le monde, c'est-à-dire que les informations seront vérifiées. Quand il y aura vraiment une alerte à donner, elle sera donnée.
un volet informatif qui se fera via des mails, par exemple, et le voisin vigilant, ça peut être aussi simplement solidaire, ça peut dire la route est barrée de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, via les mails. Et puis il y aura un système, alors qui est vraiment là, un système d'alerte pour prévenir parce qu'il y a un danger ou quelque chose d'important qui va se produire, qui lui se fera via des SMS sur les téléphones. Mais là, toute l'information, toute la communication passera forcément par la mairie, donc c'est une option qui est payante, qui coûte 1 200 € par an, parce qu'il y a effectivement cette liaison et la gendarmerie, la police municipale et quelques élus seront habilités à aller sur voisins vigilants, mais il y aura totale confidentialité. On n'est pas dans quelque chose où j'ai vu mon voisin sortir ou je ne sais pourquoi. Ça sera vraiment de l'information. Ça a été mis en place dans beaucoup de communes qui en sont extrêmement satisfaites. C'était vraiment, ça nous a été vraiment loué de toutes parts, que ce soit par les collectivités territoriales ou par les citoyens qui l'utilisent. Ça sera déployé. Ça, c'est déployé prochainement. Sous 2 mois, ça sera vous informer. Et attends, excuse-moi, Alexandre, il y a une formation prévue pour les citoyens, justement? Il y a une présentation effectivement de l'application Voisin Vigilant qui doit être prévue avec une explication des différentes modalités. Dans le domaine de réunion publique, en ce moment, on ne peut pas. Il y a tout un déroulé. Hein. Il va y avoir communication par flyer, par message, boîte aux lettres. Enfin, il y a tout un plan de déploiement qui se fait sur un mois de communication. La police municipale aussi fera la sensibilisation à la sortie d'école, quand elle fait les sorties d'école en mettant en parents d'élèves. Voilà, on va faire. Il faudrait, pour que ça fonctionne bien, un bon voisin vigilant. 30% des foyers qui sont adhérents ont un système qui marche. C'est à peu près ça, mais il y a quand même, on a vu sur Panneau Pocket, il y a une adhésion importante, hein, parce qu'il y a beaucoup de téléchargements sur Panneau Pocket, donc les gens semblent prêts à télécharger des applis qui apportent d'avoir de l'information sur la commune. On sait le pourcentage Je crois que j'ai reçu Guyane, tu as reçu le mail de Panneau Pocket. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que je voudrais dire 670. Non, on est à 400 personnes qui ont mis le Ptolémée en favori. Pas plus. Donc, 400, c'est déjà pas C'est mal. j'ai pas gens qui ont des téléphones et puis après, au foyer, ça se partage l'information. On ne va pas être on est 100%. Alors, l'adhésion à ces applications se fait surtout à l'occasion de campagnes. Donc voilà, on peut relancer notre campagne, à chaque fois on augmente le nombre, ça se passe comme ça. On avance. Un point suivant que vous voulez aborder, Patrick? Oui. C'est un point de détail mais qui est important parce que ça met en lumière un petit peu l'enseignement nature. Pendant le premier confinement, au mois de mars 2020, la commune a mis en place une application Facebook pour donner des informations sur le confinement, etc. L'application Facebook a nécessité en mars. Le document, oui, le 25 mars, exactement. Et cette application nécessitait quelques modifications, en particulier géographiques, etc., qui a été confiée à une petite structure qui est basée sur Aix, qui fait ce genre de choses, pour un montant de 100 € hors taxe, 120 € TTC. Seulement, il y a eu un peu de mélange de genres, on va dire. Cette facture, les services municipaux n'ont pas eu vent de cette facture. Cette facture a été payée par le compte de campagne de Michel Léger. Bon, donc nous, on n'a pas eu l'information, il ne s'est passé rien, etc. Si ce n'est que Michel Léger a validé ses comptes de campagne récemment, au mois de novembre, et il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait cette facture qui n'était pas à mettre dans les comptes de campagne, mais à payer par la commune. Donc il y a eu des échanges entre Michel Léger et nous, les services, pour trouver une solution. Bon, la solution, c'était d'en parler aujourd'hui, de s'informer de ce genre de choses. Et donc, la commune va payer cette facture de 120 € à la société. Après, la société devrait rembourser Michel Léger de ces 120 € TTC. Voilà. C'était pour vous donner l'information et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas eu de malversation ni quoi que ce soit. Simplement, il y a eu effectivement un petit peu patauger dans cette période qui n'était pas très facile. Voilà. Donc, si vous avez des questions, mais bon. Voilà, les élus. Puisque c'est une régularisation administrative, je dirais. Et donc, on vous remercie. La facture était adressée à la mairie, mais c'est pas la comptabilité n'avait jamais reçu la facture. Non, parce qu'en fait, c'est moi qui viens récupérer la facture, parce que j'avais contacté la TCP Orange Plastique par mail, et la facture m'a été envoyée.
comme je m'occupais de régler l'échec de la mandature, j'ai pas fait attention, mais j'ai réglé. J'ai réglé avec le chéquier de Michel Léger. Voilà. Et on pardonne Michel. On Michel et Michel. Et on te pardonne. Oui, machin. Voilà, c'est régularisé. Moi, je voudrais informer que Evelyne Suarez a eu un petit accident du travail hier. Elle a glissé en traversant le passage piéton, donc elle sera absente pendant peut-être une semaine. Elle fait des examens, donc voilà, une pensée pour Evelyne Suarez. On sait pas ce qu'elle a. On ne sait pas ce qu'elle a. Elle a passé les radios aujourd'hui. Elle a fait une chute. Elle s'est peut-être abîmé les côtes. Voilà. On en saura plus. Elle a glissé en venant hier matin. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut aborder un autre point, une question, souhaiterait soulever un point? Bon. Alors, je vous informe que... Oui. Je vous informe que les vœux de la mairie vont être communiqués à la population à travers un clip vidéo qui devrait sortir dans les heures qui viennent. Demain soir. Demain soir. Voilà, un petit clip vidéo, parce qu'on aurait souhaité réunir l'ensemble des habitants, mais ça n'a pas été possible cette année pour la traditionnelle cérémonie des vœux. On le fera les années suivantes avec grand plaisir. On apprécie beaucoup ces moments d'échange. Et sinon, différentes opérations ont été menées, notamment également la galette des rois des seigneurs qui ne peut pas avoir lieu cette année puisqu'on ne peut pas réunir les personnes, donc il ne pouvait pas y avoir de galette de spectacle comme traditionnellement. Et l'option choisie au CCAS a été de proposer aux personnes de plus de 65 ans une galette des rois à la pâtisserie Le Roi. Une proposition de s'inscrire a été envoyée aux 500 personnes de la commune de plus de 65 ans et plus de 250 personnes se sont inscrites. Donc c'est un grand succès et beaucoup de remerciements à l'ensemble de l'équipe municipale et bravo pour cette opération, bravo à Tatiana Favre et à Laurence Lopez qui ont également effectué la livraison elle-même auprès des personnes de plus de 90 ans qui ne peuvent pas se déplacer. Merci pour votre soutien, votre proximité, votre lien. Et ça a été extrêmement efficace. Et vous êtes un binôme. Et je suis extrêmement content. Bravo Laurence. Y a-t-il des questions? Oui, je voulais juste poser une petite question. J'ai vu qu'il y avait des travaux qui seraient effectués à la cantine. Oui. Et je voulais savoir ce que c'était. Alors, on a voté dans le point numéro 1 un programme d'études pour l'agrandissement du réfectoire à la cantine. C'est un projet qui a été mené par Ara Fakini, qui va vous le présenter. Un architecte, M. Gilleron, est venu sur place pour effectuer l'étude préparatoire et le projet est le suivant. Donc, suite à l'état des lieux que nous avons fait à notre arrivée en juillet, donc on a constaté, alors c'était pas vraiment prévu dans notre programme, mais on a constaté quand même qu'il y avait des grosses difficultés au niveau purement du lieu de préparation, qui n'était pas du tout ergonomique pour les agents, qui manquait d'espace, et un manque d'espace aussi dans le réfectoire des enfants. Le Covid nous a démontré que finalement il y avait beaucoup trop de proximité. Donc on n'est pas dans les normes classiques, on va dire. Cette école a été construite, je crois, dans les années 90, c'est ça? Elle a été inaugurée en 80. Voilà. Donc maintenant, c'est 200 repas par jour. Et donc, il nous a paru urgent de diligenter une étude pour l'agrandissement de ce secteur. Et donc, il y a un cabinet d'architectes qui a proposé une étude d'agrandissement du réfectoire et de l'espace de préparation. Et on a demandé dans cette étude que l'espace de préparation soit aussi prêt à faire de la préparation sur place si notre équipe décidait de le faire pendant notre mandat ou dans un mandat suivant pour l'équipe qui sera en place, de façon à ce que tout soit opérationnel pour passer à une préparation sur place. Justement, c'est ce à quoi je pensais. Agrandir la cantine, parce qu'il y a l'espèce de parking entre la maternelle et l'élémentaire. Pourquoi pas agrandir entre les deux écoles? Ça éviterait aux maternelles d'aller à l'extérieur, de prendre la pluie pour aller manger. Et en plus, on pourrait avoir nous-mêmes une cuisine où je pourrais faire
des repas avec un cuisinier sur place qui se servirait de produits locaux dans le monde. C'est le projet. C'est le projet. Donc on va relier la maternelle. Non, la maternelle ne peut pas être reliée puisque c'est une entrée et une sortie de parking et des services de secours aussi. Donc il ne peut pas y avoir de passerelle entre les deux écoles. Est-ce qu'on ne peut pas faire une passerelle quand même Il faut considérer une hauteur trop importante pour faire entrer les camions de livraison, les camions de secours. Parce que les camions de livraison, ils peuvent quand même se mettre à l'entrée du parking, tout simplement. Non. Alors, en tout cas, l'étude a été faite que ce n'était pas possible. Non. Voilà. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions qui sont envisagées. Il y a un projet préétabli qui sera présenté et l'agrandissement consisterait en. C'est plus 120 mètres carrés. 120 mètres carrés. Voilà. C'est bien. Donc il y aura une emprise sur une partie du parking, mais pas beaucoup, au moins 2 mètres ou 3 mètres de large sur toute la longueur. Et, voilà. Et l'agrandissement du préau aussi. Ce qui serait bien aussi. Mais je pense que les détails, il faut mieux que vous attendiez qu'on vous présente le projet, parce que là, c'est même pas acté en plus. Hein. C'est une pré-étude. Donc, est-ce que ce serait possible de faire une sortie directement sur la petite cour de l'amphithéâtre? Parce que je remarque que les enfants, quand ils vont jouer en petit C2, la cour est trop petite pour accepter tous les enfants et il y a sans arrêt des accidents. Ils se cognent dans les escaliers, dans les piliers. Donc pourquoi la cour de la cantine ne se ferait pas dans la cour de derrière où ils ont beaucoup plus d'espace et il y a beaucoup moins de violence et de bagarre? Donc prévoir. J'ai pas eu vent quand même qu'il y avait des cas de violence et de bagarre. Non, il ne faut pas non plus. Il y a quand même. Faut pas non plus noircir le tableau. Des accidents. Au point de. Il y a quand même des accidents. Comme dans toutes les écoles, je suppose qu'il doit y avoir quand même des accidents. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, on m'en signale pas. Voilà. Donc. Mais je pense qu'il y a un grand espace extérieur, donc autant en profiter. On prend acte de votre proposition. Alors, effectivement, c'est comme tu disais, Lara, ce n'était pas dans le projet initial, mais de façon empirique, Lara et moi, on va déjeuner à la cantine tous les vendredis à l'école. On s'est rendu compte qu'elle était aujourd'hui bien trop petite, surtout en temps de Covid. On salue les agents municipaux en charge de l'activité de cette animation périscolaire et de la cantine, parce que c'est très compliqué en ces temps Covid, beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements dans les rythmes. Aujourd'hui, les enfants sont servis à table, on leur apporte le plateau. Ça demande beaucoup d'adaptation et beaucoup d'efforts pour les agents, et donc on salue leur abnégation et on espère que cette période passera vite et qu'on reviendra vite à des temps meilleurs, plus doux, plus joyeux. Et voilà, je voulais en profiter pour vous souhaiter une excellente année, beaucoup d'espoir, de bonheur, une bonne année 2020. Merci à tous. Si le public veut poser une question, le conseil municipal est clos, nous pouvons maintenant passer à un temps de détente et de partage si vous souhaitez. Nous sommes à votre disposition.